Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Raphaël. Oui, bonsoir. Ça me fait plaisir de vous entendre. Je vous écoute pratiquement tous les soirs dès que je peux. Merci. Alors moi aussi ça me fait plaisir, mais il va falloir qu'on règle un petit peu le son parce que la liaison est pas très très bonne. La liaison n'est pas très bonne. Alors, soit je vous donne un numéro fixe. Écoutez, là on va essayer de faire avec maintenant. Attendez, Philippe va essayer d'arranger ça. Pour le moment, ne bougez pas trop, ça a l'air d'aller un petit peu mieux. D'accord. Est-ce que ça va mieux là? Oui, ça va mieux. D'accord. Donc voilà, je ne sais pas par où commencer. Alors vous êtes en instance de divorce? Exactement, oui, exactement. Et vous vous interrogez beaucoup par rapport au comportement de votre femme, avec qui vous avez vécu pendant 25 ans. Exactement. C'est une décision que j'ai prise le 19 novembre dernier, donc en 2010. Suite à un enchaînement d'un certain nombre de choses que j'ai vécues, et je peux dire que j'ai subi durant, on va dire 20 ans, sur les 25. Donc, on s'est connus jeunes, pour chacun, on s'est entraîné, etc. Et j'ai cru à pas mal de choses. Et puis finalement, je me suis rendu compte que toutes ces croyances, tout ce que j'ai eu, c'était pas le cas. Le problème, c'est que, donc elle a toujours cherché à me mettre le tout sur le dos. Tout, c'est de ma faute. Donc, voilà, 89, premier enfant, 93, deuxième, 98, le troisième, et puis à chaque fois, je pensais que on va se remettre en selle de nouveau, et puis ça va repartir, mais toujours la personne, donc je vivais comme si je vivais avec une amie, avec une copine. C'est-à-dire tout ce qui est côté sentiment, affection, c'est absent. L'absence totale. Donc, absence totale. À un certain moment, j'étais obligé même de quitter la chambre pour dormir en bas. Donc, je vois pas l'intérêt. Et vous avez tenu quand même 25 ans? Ouais, il faut dire, tout le monde me dit, t'as des épaules larges. Raphaël, t'as des épaules larges, comment t'as fait? Je dis, mais moi, c'est la famille, c'est sacré, quoi. Oui, mais au départ, vous aviez un enfant, donc vous dites que ça a commencé très tôt, puisque vous dites que ça a duré 20 ans sur 25. Exactement. Donc, qu'est-ce qui fait qu'après, vous avez quand même voulu faire des enfants? Parce qu'après tout, c'est vrai que c'est pas comme si c'était arrivé une fois que les 3 enfants étaient là. Chaque fois, c'est sous le signe de la réconciliation, donc c'est reparti, et puis comme elle ne prenait pas des précautions, donc moi je lui disais de toute façon quoi qu'il arrive, donc j'assume. Donc voilà, comme je suis contre tout ce qui est technique nouvelle pour tout ce qui est avortement, c'est pas mon truc, donc non. Et puis je tenais à la personne, donc ça aussi. Donc c'est un tout à la fois, quoi. Mais bon, à chaque fois, c'est... Et puis, j'ai modestement dit, j'ai un sixième sens qui me dit, qu'elle n'est pas là, elle n'est pas avec moi. C'est les apparences qui comptent, l'apparence sociale, etc. En plus, elle a eu l'ascension professionnelle fulgurante, que j'ai aidé d'ailleurs pour qu'elle y ait. Donc, elle est arrivée à un stade où même actuellement, elle touche, je dirais, 5 fois plus le salaire que je touche, quoi. Bon, c'est pas là le truc. Le truc, c'est que donc suite à cela, effectivement, tu te poses des questions sur ta propre personne. Tu te dis, qu'est-ce qui me manque? Est-ce que je suis incapable? Est-ce que je suis ci? Est-ce que je suis ça? Etc. Donc, bon. Et puis le temps passe. Et puis le premier soupçon, le deuxième, j'ai pas tenu compte. Le troisième, j'ai pas tenu compte. Jusqu'en 2007, et là où je me suis dit, il faut que je vous mesure quand même.
Et quand j'ai ouvert mes yeux, et puis là, effectivement, je l'ai surprise, effectivement, preuve à l'appui. Elle m'a raconté qu'elle avait donné une formation quelque part dans une ville en France, avec des collègues féminines à elle. Manque de peau, en 2007, elle a appelé les enfants, et puis je rentre à la maison, maman a appelé, elle a appelé nous. Bah, sur mon portable, je prends le portable. Ah ben non, on n'était pas dans une ville en France, elle était dans la ville de sa mère. Autrement dit, chez sa mère, quoi. Je dis, mais bon, tu m'avais dit que tu vas là-bas, mais qu'est-ce que tu fais ici? Là, c'est donc rien à dire, quoi. Donc j'ai essayé de passer l'éponge suite à cette histoire. Mais attendez, elle était chez sa mère? Non, la maison de sa mère était vide, là. Et le lieu de sa formation, il était à 200 km. Hein, donc elle avait un amant, c'est ça? Exactement. Oui. Non, parce que c'est pas clair, hein, pour nous, pour vous, oui. ça l'est, mais vous voyez, parce que bon, elle aurait pu aller rendre visite à sa mère, hein. Oui, parce qu'après tout, vous dites, elle était dans la ville de sa mère, donc. Exactement, exactement. Oui. Oui. Donc, quand j'ai découvert qu'elle avait un amant, donc bon, c'était une crise qui a duré presque un an. Donc, j'ai essayé suite à cela de la repêcher, de la ramener. J'ai tout fait pour même faire passer l'éponge carrément. Je dis, ben, moi je sais pardonner, je sais, hein, ça peut arriver à tout le monde, ce genre de choses. Mais pensons-y, bon, à la famille, aux enfants, etc. Donc elle a fait, en apparence, des efforts. Et jusqu'en 2010, hein, octobre 2010, donc elle était hospitalisée. Suite à l'hospitalisation, donc pendant 2 semaines, on s'est occupé d'elle, tout le monde, etc. Et là, je me suis rendu compte, 2 semaines après, que pendant cette hospitalisation, j'ai découvert qu'elle continuait à m'en mentir. À quel niveau? Au niveau où elle me faisait croire qu'il n'y avait plus rien entre elle et la personne en question. Ouais. Et j'ai découvert par inadvertance sur un relevé de communication téléphonique, parce qu'on a des relevés détaillés, 30 appels pendant les 15 jours où elle était à l'hôpital de son portable vers la même personne qui est son amant, quoi. Donc quand j'ai imprimé le truc, je lui ai montré ça, je lui ai dit, maintenant tu m'expliques. Pendant son hospitalisation? Oui. Alors que je t'avais dit de m'appeler moi quand tu as besoin de quelque chose. Tu passes 30 coups de fil à 2h du matin, à 4h du matin, à 9h du soir, à 11h du soir. Mais justement, bon, on va pas refaire l'histoire, voilà. Raphaël, puisque vous êtes actuellement en procédure de divorce, mais peut-être que plutôt que de vous focaliser sur cet autre homme à ce moment-là, c'était le signe, et d'ailleurs vous le disiez, puisqu'à partir du moment où il y avait soupçon dans votre couple, et vous disiez qu'il y avait des années que votre couple allait un peu à volo, comme on dit de façon familière, cet autre homme, il a pris une place qui était vacante. Et que peut-être à ce moment-là, il aurait mieux valu vous recentrer sur votre relation qui allait mal, plutôt que vous focaliser sur lui en disant que lui, finalement, il est arrivé parce qu'il y avait du manque. Or, depuis le début, vous me dites que vous pensiez à la famille, aux enfants, mais que vous viviez comme des amis, j'entends plutôt un peu comme des frères et sœurs. Et c'est bien le problème. Ça laissait de la place pour un autre. Et c'est là où c'était avant qu'il fallait réagir. Vous voyez, parce que vous présentez comme victime de quelque chose, mais il y avait dans un couple, c'est jamais aussi simple, quoi. Il y a toujours dans la relation, on est deux à la faire vivre, la relation. Oui, mais j'ai essayé de repêcher tout ça.
Mais le problème, c'était impossible. Aucune discussion possible. Dès que j'entame une discussion... Oui, mais quand on vient mettre noir sur blanc, comme un procureur, les preuves à l'autre en disant « Tiens, tu es en train de joindre ton amant ou ta maîtresse ou autre », c'est vrai que là, on n'est pas forcément dans la possibilité d'un échange, quoi. On vient... on est, si vous voulez, on est plus... On veut confronter l'autre à sa faute... Et on n'est pas dans le désir de chercher à, si vous voulez, à dire que dans la relation, il y a quelque chose qui va mal. Vous voyez, on veut faire avouer à l'autre sa faute. Mais ça, je l'avais fait avant 2007. Enfin, bon, maintenant, si vous voulez, on comprend un petit peu le contexte posé, voilà. Mais par rapport à ce soir, puisque vous êtes en instance de divorce, quelle est un peu votre question? Puisqu'on sent votre amertume et votre colère, bon, encore, par rapport à elle. C'est vrai. C'est tout ça qui s'exprime, finalement. C'est que dans cette période-là, depuis novembre 2010 à maintenant, elle a quitté la maison depuis une semaine à peu près, mais même avant la semaine où elle a quitté la maison et jusqu'à aujourd'hui, à chaque fois où on se voyait, où elle rentre à la maison, où elle vient, elle continue à m'embrasser sur la bouche comme si rien n'était. Et ça me déstabilise. J'ai beau lui faire comprendre que vu qu'il n'y a plus rien entre nous, je ne comprends pas pourquoi tu viens me faire la bise quand tu rentres ou quand tu sors. Elle vous fait la bise ou elle vous embrasse sur la bouche? Elle m'embrasse sur les lèvres, pour être plus clair. Oui, mais vous laissez faire. Je la regarde, je ne sais même plus comment répondre. Oui, mais vous ne dites pas, ça n'a pas de sens. Si, je lui ai dit à 2 ou 3 reprises. Mais comme je l'ai dit 2 ou 3 fois et puis elle l'a pas écouté. Oui, mais parce qu'au fond, ça vous réjouit ou ça me laisse, comment dire, ça vous laisse, oui. Ça me laisse bouger. Oui, non, mais au-delà de la compréhension, est-ce que ça vous fait plaisir? Certes, ça me fait plaisir. Ça vous fait plaisir? Oui, mais je ne comprends pas. Donc oui, non, mais c'est pas la compréhension qui prime là. C'est vous avez, au fond, vous aimeriez, vous n'avez pas tellement envie de vous séparer de votre femme. J'y crois tellement à tout ce qui est. Je suis peut-être un peu de l'arrière-régime, comme on dit, donc de la vieille époque. La famille, c'est sacré pour moi. Mais oui, mais c'est ça, vous repartez dans vos... Voilà, vous repartez... La famille, c'est tellement sacré que vous êtes prêt à accepter un peu tout et n'importe quoi au nom de la famille, y compris de ne pas vraiment être un couple. Non, moi je veux que ce soit un couple, mais bon, maintenant c'est fini pour moi. Oui, mais au nom de la famille, vous avez oublié d'être un couple. C'est là où a été le problème. Et ça arrive assez souvent, ça. Que parce qu'un couple devient parent, forme une famille, il en oublie d'être un couple. Oui. Et ça peut poser problème. Exactement, oui. Donc peut-être si votre femme, quand elle vous voit vous embrasse sur la bouche, ça signifie, je ne sais pas, ça peut signifier plusieurs choses. Qu'elle a du mal elle-même à sortir de cette intimité avec vous, qu'elle veut maintenir une forme de lien avec vous, qu'elle a du mal à accepter l'idée d'une séparation, qu'elle est qu'il y a une forme d'habitude ou vous voyez, ça peut être aussi quelque chose. En tout cas, il y a quand même, elle n'est pas dans le rejet. Quelqu'un qui est vraiment dans une décision de rejet, de décision de se séparer, de rejet et autres, en général, on n'a plus envie, on est dans l'évitement, on a parfois même du mal à regarder l'autre, et alors encore plus à le toucher. Exactement, c'est le cas. Mais elle ne cesse de le redire. Je veux qu'on continue à rester amis, qu'on continue à se voir. Alors, rester amis, c'est une chose, mais les amis, on ne les embrasse pas sur la bouche. Voilà.
On est bien d'accord là-dessus. Donc, c'est ce que j'essaie de lui faire comprendre, mais impossible que ça passe. Donc, je dis, mais attends, amitié, mais amitié, moi, on ne tient pas l'autre quand je m'allonge devant la télé. À côté d'une amie, je ne vais pas mettre ma main sur la poitrine de mon ami, quand même. Oui, mais parce que vous, Raphaël, vous avez envie vous n'avez pas envie de vous séparer d'elle. Donc, cette situation ambiguë vous arrange. Ah non, mais maintenant, pour moi, c'est décidé. Hein. Il n'y a pas je ne reviens plus en arrière. La séparation, c'est pas là, si je vais simple. jusqu'au bout. C'est pas si simple, puisque quand elle a ce comportement ambigu avec vous, vous ne l'empêchez pas de le faire. C'est-à-dire en parole, vous dites mais moi, une amie, on n'a pas ce comportement-là, mais vous la laissez faire. Donc peut-être après tout. Excusez-moi, Caroline, même gestuellement, je mets ma main sur son ventre et je la pousse vers l'arrière, je dis stop. Oui, mais enfin bon, c'est quand même c'est pas franc et net quoi. Vous pourriez dire d'abord quand on se sépare, on se sépare. C'est-à-dire on n'est pas là allongé sur le sofa ensemble, voyez, en train de un peu mais c'est pas moi qui viens vautrer ensemble comme collés comme de tourteaux, voyez, enfin c'est pas moi qui viens, moi je me lève. Oui, non mais bon, écoutez, on va pas rentrer dans votre intimité non plus, mais enfin il y a un moment quand on se sépare et on n'est pas là, il y a des choses qui sont pas claires. Alors peut-être que vous pouvez lui dire, si elle vous parle d'amitié et de dire j'ai envie qu'on continue à se voir, qu'on reste amis, peut-être qu'elle sait pas très bien où elle en est et que pour elle c'est une façon de maintenir, attendez, laissez-moi aller au bout, de maintenir un lien avec vous, mais tout en ne reprenant pas quand même une vie dite sexuelle, conjugale. Mais vous, c'est pas en maintenant comme ça, en restant, en acquiesçant à ses désirs, que vous pouvez la reconquérir. C'est au contraire en disant, moi, cette situation-là, non. Il y a beaucoup trop de choses qui ne convenaient pas. On a pris la décision de se séparer. Prenons du recul. On peut pas se séparer et en même temps continuer à se voir comme on le fait et à rester dans cette relation d'intimité. Parce que peut-être que là, elle prendra conscience du manque, mais pas dans la situation où vous êtes, où elle veut un petit peu tout. Elle veut à la fois se séparer de vous, mais que vous continuiez à rester dans sa vie. C'est ça, exactement. Et c'est ce que je Vous veux voyez ? pas. Et c'est là où vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas. C'est là où ça vous déstabilise. Exactement. Et vous êtes perdu. Exactement, oui. Mais bon, moi, ma décision, elle est irrévocable. Mais je suis pas sûre. C'est ça, Raphaël. C'est qu'au fond de vous, c'est si vous étiez. Non, au fond, je cherche à comprendre. Oui. Au fond de moi, je ne cherche pas à reconquérir. Je vous le dis franchement. Mais je pense que votre femme. Parce que je vis avec une personne qui sait bien manipuler les choses et les êtres. Donc, vous pensez qu'elle est manipulatrice ? Oui. Et selon vous, pourquoi Sachez que jusqu'au jour où je vous parle là, sa mère n'est même pas au courant de ce qui se passe. Oh, après tout, ça ne regarde pas sa mère, c'est votre intimité, ça. Non, c'est-à-dire moi. Oui. Quand on est en instance du divorce, on dit à sa mère, voilà, je me sépare d'un tel. Ah oui, elle n'a pas parlé à sa mère qu'elle voulait se séparer de vous. Rien. Mais a-t-elle vraiment envie de se séparer de vous ? C'est la question, Raphaël. Et moi, je ne suis pas sûre que votre femme ait envie de se séparer de vous. Elle aussi. Ouais, mais c'est ce qu'elle me dit tout le temps. Mais c'est toi qui as demandé le divorce. Je lui dis, mais tu c'est vous, et voilà, c'est vous qui l'avez demandé. C'est vous parce que et on peut comprendre parce qu'à un moment vous étiez malheureux dans cette situation. Donc moi je pense qu'il y a eu une ce qui peut arriver dans beaucoup de couples. Bon, il y a eu cet homme, cet amant où
elle a eu une attirance pour cet homme, ou il y a eu du désir ailleurs, mais ça ne veut pas dire qu'il y avait... D'ailleurs, c'est un homme marié qui est plus âgé qu'elle, moi. Donc, elle a tendance à apprécier les gens qui ont 10-15 ans plus que elle. Donc, enfin, juste une parenthèse. Hein. Oui, mais ça, c'est pas vraiment la question. Moi, je pense qu'il y a un décalage, il y a un décalage et que vous n'arrivez pas. Je sais pas si elle est manipulatrice. Je pense qu'elle est peut-être tout aussi perdue que vous en ce moment et qu'elle ne sait pas vraiment elle ce qu'elle veut. Donc peut-être que vous pourriez aller, puisque vous n'arrivez pas vraiment à en parler, si vous devez, pourquoi vous n'iriez pas ensemble aller en parler avant votre divorce? Il peut y avoir, elle ne veut pas, elle parler en médiation de couple. J'ai tout essayé. Hein, c'est la réponse, ça ne regarde personne, ça ne regarde que moi. Non, mais par exemple, quand vous lui dites que, quand elle vous dit c'est toi qui as demandé le divorce, moi je ne le souhaite pas. Dire, bon, je ne sais plus trop où j'en suis, vous pouvez lui dire que ce que vous savez, c'est que si vous repartez dans la relation telle qu'elle était auparavant, vous risquez de retomber dans les mêmes travers. Ça, je l'avais dit. Hein? Donc, ce qui serait mieux, c'est d'essayer d'y voir un petit peu plus clair tous les deux, pour ne pas retomber dans les mêmes travers, et donc d'avoir l'aide d'un tiers, quelqu'un d'extérieur qui vous aiderait un peu à savoir où vous en êtes. Alors peut-être que vous arriverez à dire ça vaut la peine qu'on retente quelque chose ensemble, et peut-être qu'il ne vaut mieux pas parce que on a vraiment évolué différemment. Mais au moins vous ne serez pas dans cette ambiguïté dans laquelle vous êtes et qui fait que tous les deux vous n'arrivez pas vraiment à vous séparer. Parce que c'est ça aujourd'hui. Vous dites, en apparence, je suis déterminée et en même temps, le comportement de votre femme vous perturbe beaucoup. Et s'il vous perturbe autant, c'est parce que vous ne savez pas très bien. Non, là, il me perturbe non pas par rapport à mes profondeurs. Hein, il me perturbe tout simplement, c'est par rapport à ma vie quotidienne. Donc, oui, mais si c'était aussi simple, Raphaël, c'est que vous arriveriez à prendre plus de distance. C'est ce que j'essaye de faire et c'est ce que j'ai fait depuis cette semaine d'ailleurs, ce qui m'a valu même quelques petites heures avec les enfants, avec les grandes, concernant un certain nombre de choses qui se passent à la maison actuellement. Donc, c'est dans la part de votre maman. C'est elle qui gère. Ici, c'est moi qui gère. Quel âge ont vos enfants? 22, 18 et 13 ans. Et je prends le cas, par exemple, je sais pas, c'était concernant quoi? Oui, concernant, je sais plus ce qui s'est passé récemment où j'ai dit, ah oui, parce que donc la grande, elle m'a dit, oui, moi j'aimerais bien inviter maman à boire un thé chez nous, ici à la maison. Je dis, attends, stop, attends. Tu invites qui? Et maman, je dis, maman, on est séparés, donc elle n'a plus à revenir à la maison, je ne vois pas. Oui, mais quand tu n'es pas là, je dis, non, quand je suis là ou pas là, c'est pareil, c'est kiff-kiff. Mais oui, mais parce que cette relation n'est pas claire non plus pour les enfants. Donc, maintenant, pour répondre à votre question, moi, je ne suis pas certaine que votre femme, actuellement en tout cas, je ne parle pas du vécu que vous avez eu dans votre relation de couple, mais actuellement, je ne suis pas certaine dans ce que vous décrivez que ça soit de la manipulation, parce que je ne vois pas quel intérêt elle aurait à le faire. Je pense plus qu'elle est un peu perdue et qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut. Je reçois d'ailleurs, et ce sera un message de conclusion, le subversif dit « Certains confondent désir et amour, d'autres ne parviennent pas à les concilier. C'est précisément parce que votre femme vous aime que son désir envers vous est problématique. » Oui. Il y a des personnes qui ont du mal à concilier parfois les deux. Donc c'est vrai que du coup le désir se porte ailleurs. C'est-à-dire que vous êtes peut-être le père,
hein, la famille. Et d'ailleurs, vous l'avez dit, hein, vous pensiez à la famille, aux enfants. Et vous avez peut-être oublié ce que je vous disais de votre couple. Peut-être vous avez fonctionné sur ce mode-là. Et pourtant, je me cherchais à l'époque qu'à le faire fonctionner. Oui, je comprends. Comme j'ai tout fait dans ce sens, que ce soit sur le plan, sentimental, c'est compliqué. Sur le plan sensuel. Mais c'était du refus. À chaque fois, c'est du refus. Je ne veux pas ça, non pas ça, non pas ça. La seule chose qu'elle a... Peut-être ce qui peut un petit peu la faire... La seule chose... Non. C'est-à-dire la seule chose qu'elle souhaiterait, donc à l'époque, c'est aller se promener, donc avec les enfants dehors. Mais tout ce qui est d'ordre intime, niet. Oui, mais peut-être qu'à partir du moment où elle a été mère, effectivement, ce qui était de la relation de la maîtresse ne lui posait problème. Elle était devenue l'épouse et la mère. Il y a des femmes aussi qui fonctionnent comme ça. Maintenant, ce que je voulais vous dire, Raphaël, pour vous, il faut peut-être vous protéger, vous, c'est-à-dire prendre, comme vous commencez à le faire, de la distance, et peut-être c'est ce qui va aussi permettre à votre épouse, cette distance, de réfléchir, et à ce moment-là, le fait qu'elle éprouve du manque, qu'elle ne puisse plus être chez vous, vous voir, vous toucher, parler avec vous. Peut-être, à ce moment-là, elle va formuler une demande plus claire. Et à ce moment-là, quand vous lui reproposerez, si vous allez peut-être continuer dans votre démarche de dire on se sépare, ou peut-être dire on peut faire un essai au moins d'aller en parler à un thérapeute de couple, et à ce moment-là, elle sera demandeuse et vous y verrez plus clair. Bon courage en tout cas, Raphaël. Au revoir. Europe 1, Caroline Dublanche. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Thomas Dutronc, demain, un petit message de First Lisa pour Raphaël, qui dit Raphaël devrait la laisser venir. Bonsoir Pascal. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Alors vous êtes un peu stressée ce soir ? Oui, certainement pas angoissée, j'irai pas jusque-là quand même. Mais un peu stressée, oui, je suis enseignante, alors je suis pas une toute nouvelle enseignante. J'ai commencé l'enseignement en septembre 76, vous vous rendez compte ? Oui. Et malgré tout, toujours un peu la boule au ventre quand même. La boule au ventre un petit peu, de toute façon, on découvre chaque année des nouvelles classes. Les programmes changent presque tout le temps. Et puis, il faut se remettre en question perpétuellement. Les jeunes sont extrêmement différents, mais ça, vous le savez. Mm-hmm. C'est sûr que les élèves que j'ai eus en 76 n'étaient pas les mêmes que ceux que je peux avoir aujourd'hui. Ils ont énormément... C'est normal. Enfin, ça fait une grosse génération. Ils ont énormément évolué. D'ailleurs, nous n'avons plus l'aura que nous avions par le passé. C'est pas plus mal. C'est pas forcément une chose que je déplore. Je demande pas à ce que les élèves me fassent des courbettes et me regardent avec des yeux pleins d'admiration. Mais c'est vrai que le métier a énormément changé. Le métier a beaucoup changé, oui, d'enseignant. Oui, énormément. Et puis, j'ai eu mon emploi du temps. J'ai fait ma pré-rentrée, comme tout le monde, vendredi dernier. Mais pas votre rentrée, vous la faites demain, c'est ça ? Oui, parce que ce sont les professeurs principaux qui ont pris les élèves aujourd'hui. Oui. Pour leur donner les consignes, les emplois du temps, etc. Moi, je suis en LEP en plus, lycée d'enseignement professionnel. D'accord. Donc, nos élèves ont des stages, donc il y a des tas de choses à leur dire, à mettre au point. Donc, ce sont les professeurs principaux qui s'occupent de ça. Et il y a aussi ils ont des uniformes pour certains, ceux qui sont en branche hôtelière, section hôtelière. Donc, le lundi, c'est réservé à tout ça. D'accord. Mise au point. Et donc, moi, je rentre dans l'arène demain matin à 8h. Carrément, vous parlez d'arène. Oui, parce que c'est une nouvelle classe, c'est même une nouvelle section que je n'ai jamais eue.
On démarre un bac seconde, donc sanitaire et social. Oui. Donc voilà, c'est une classe toute nouvelle. Je vais me retrouver face à 32 jeunes filles et un seul jeune homme. Vous imaginez, Caroline, ce petit jeune homme perdu au milieu de ces 32 filles? C'est souvent ça, oui, dans ces bacs-là. Oui, 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 mais tout à fait. Enfin là, ça peut être une joie pour lui ou je ne sais pas. Ah, ben, ça peut être un peu compliqué. Bon, il sera peut-être le roi, l'idole. Oui, peut-être. De la classe. Toutes les jeunes filles vont lui faire des courbettes, ils vont essayer de le séduire. Je ne sais pas. Ça va pas être très simple quand même d'être le seul garçon. Hein. Non, je pense pas. Non, ça c'est bien quand même d'être. Je pense qu'il va quand même se sentir un petit peu un peu seul, ouais. À cet âge-là, je pense que quand même la compagnie des pairs est importante. Hein. Ouais, je pense quand même que c'est dommage. Alors déjà que dans l'enseignement, on est une grosse majorité de femmes. Et donc il va y avoir pratiquement dans cette section-là, je suis même pas sûre qu'il y ait un enseignant homme d'ailleurs. J'ai bien peur que non. Et en sanitaire et social, oui. J'espère que dans la cour et tout, il va pouvoir se faire des copains certainement. Mais enfin, c'est vrai que c'est un peu lourd pour ce garçon. Il va pas passer inaperçu, lui. À mon avis, il doit être plus stressé que vous là. Il doit être plus stressé que vous ce soir. Et quand vous disiez que le métier a changé. Qu'est-ce qui a changé dans la façon, dans le métier, dans la façon d'enseigner C'est-à-dire que les élèves sont très... Alors oui, il y a deux choses qui ont changé. Il y a effectivement la façon d'enseigner. Et ça, je dirais que c'est plutôt un bien. Vous avez dû forcément entendre dire que nous sommes très mauvais. Alors, je suis prof d'anglais déjà. Je crois que je ne l'ai pas dit. Vous ne l'avez pas dit, non. L'enseignement des langues vivantes en France a été vraiment bloqué pendant un certain nombre d'années. C'est vraiment un enseignement qui n'a pas évolué. Alors, il est en train d'évoluer parce que, comme nous sommes rentrés dans l'Europe quand même depuis quelques années, il y a donc des études comparatives qui ont été faites entre les différents pays. Et alors la patatras, donc on s'est rendu compte qu'au niveau des résultats et de l'enseignement, on était très 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 mauvais en France. Ah oui. Alors que sur le papier, la France a les enseignants les plus diplômés, que nos élèves ont pratiquement le plus d'heures d'enseignement de toute la communauté européenne, eh bien, les résultats sont très mauvais, et surtout dans les langues vivantes. Donc, on est allé voir un peu ailleurs comment ça se passe, et on s'est rendu compte que dans les autres pays, ils sont beaucoup moins théoriques que nous. Mais voilà, on nous apprend des textes littéraires. Mais alors, vous savez, écoutez, Caroline, moi j'ai passé mon bac littéraire en 71. J'ai 3 fils. J'en ai mon deuxième fils a passé son bac. Bon, il a 33 ans aujourd'hui. Alors, vous voyez un peu. Il est revenu avec son épreuve d'anglais. Et j'ai dit, mais c'est pas possible. Mais c'est pratiquement la même épreuve que celle que j'ai passée moi il y a 25 ans. Enfin, oui. Vous vous rendez compte? Ah oui, d'accord. Ah oui, et mon troisième fils qui a 24 ans a passé son bac aussi, il y a un certain nombre d'années, et il n'y avait toujours pas d'évolution, c'était toujours pareil. Alors que là, quand même, il semblerait que ça commence à bouger. Donc on est plus, si vous voulez, dans ce qu'on appelle une démarche actionnelle, c'est-à-dire que l'élève ne reçoit plus bouche ouverte des informations. Il peut s'exprimer davantage. Connaissances qu'il faut qu'il acquiert et qu'il apprenne par cœur. C'est-à-dire qu'on le met en situation beaucoup plus. Parce qu'alors on leur faisait ingurgiter de la grammaire, du vocabulaire littéraire, comme vous le disiez justement. Et puis en revanche, ils déboulaient à Londres, ils étaient foutus. De demander à quel... Complètement. Voilà, l'anglais courant, demander dans la rue son chemin. Oui, tout à fait. Alors, l'enseignement est complètement chamboulé, bouleversé. Et si vous voulez, ça demande beaucoup plus de préparation en amont
car pendant le cours, l'élève est acteur, donc l'élève doit faire des choses. On doit lui donner, on leur pose un scénario en fait. Et puis, ils doivent s'organiser. Par exemple, vous proposez à vos élèves sur un certain nombre de semaines, on part du principe que on va se faire un petit voyage en Australie. Bon, alors maintenant, donc, tel groupe va s'occuper de donner les renseignements aux autres, de où exactement se situe l'Australie, ce que c'est, quel genre de pays c'est, quel est le climat, qu'est-ce qu'il y a à voir. Bon, tel autre groupe va dire, comment va-t-on y aller ? Bon, forcément, ça va être en avion. Donc, va se renseigner sur Internet ou dans des brochures. Combien ça peut coûter, par où il faut passer, comment on va se loger en arrivant. Enfin, vous voyez, ce genre de choses. Effectivement, c'est beaucoup plus motivant. Bon, donc, vous commencez à quelle heure demain ? 8h. 8h. Bon, vous n'êtes pas encore couché ? Non, je ne suis pas encore couchée. Vous savez, je suis comme les enfants. Je suis excitée, stressée. Votre petit cartable est prêt ? Ah oui, mon petit cartable est prêt. J'ai quand même travaillé tout l'après-midi pour être sûre d'être bien au point. Ben oui, parce que quand vous avez en plus une classe entière de 33 élèves 2 heures d'affilée, c'est qu'il faut faut fournir quand même. Hein. Il faut produire parce que les élèves, vous les laissez 2 minutes, 3 minutes comme ça, un peu, vous voyez l'espèce de petit flou artistique qu'il peut y avoir. Là, vous mettez un quart d'heure à les récupérer. C'est qu'ils profitent énormément de toutes les occasions. Bon, je ne sais pas si ça va rassurer les parents qui nous écoutent. Peut-être, certainement, finalement, vous voyez, les enseignants aussi peuvent avoir le trac et au bout de pourtant plusieurs années d'enseignement, c'est bien parce que ça veut dire que comme ça, vous comprenez aussi l'émotion des élèves. Hein. Oui, mais bien sûr qu'on la comprend. Mais vous savez, Caroline, ce qui m'agace, c'est que quand vous dites, moi, ça fait 35 ans que je dis, quand on me demande qu'est-ce que vous faites dans la vie, qu'est-ce que tu fais dans la vie, je suis prof. Tranquille, hein, les vacances, etc., etc. Combien d'heures de cours dans la semaine ? 18, oui, d'accord. Mais les gens ne se rendent pas compte du travail en amont qu'il y a à faire et la tension, la fatigue. Moi, je peux vous garantir qu'après 6 heures ou 7 heures de cours, je rentre chez moi épuisée. Absolument épuisée. Parce que les enfants sont beaucoup plus demandeurs qu'ils ne l'étaient il y a un certain nombre d'années. Et puis ils vous laissent rien passer. Et puis, vous avez des élèves qui sont capables de dire Madame, c'est pas intéressant ce truc, moi ça me gave. Vous leur dites quoi quand ils vous parlent de cette façon ? Alors écoutez, je dis, je suis absolument navrée. Il y a dans la classe des élèves que ça a heureusement l'air d'intéresser. Et en souriant, je dis, on ne peut pas plaire à tout le monde. Bon, ils connaissent tous évidemment l'émission. Et voilà, donc que faire, que dire C'est bien sûr que oui, non, mais c'est pas facile de se retrouver comme ça devant tout un groupe qui cerne très vite les failles et donc vous avez raison, hein, ça demande beaucoup de concentration, de vigilance, de tension nerveuse, hein, devant les adolescents ne laissent rien passer, donc rien. C'est très compliqué. Ça, je suis d'accord avec vous. Rien. Je suis d'accord avec vous. Et même, vous savez, dans votre tenue vestimentaire, dans votre maquillage. Vous êtes passé à la loupe dès le départ, hein, ça dès le premier jour. Immédiatement. Oui. Immédiatement. Oui. Et si vous avez le trait d'eyeliner qui est plus long aujourd'hui qu'il n'était hier, et je peux vous dire qu'on vous dit alors vous vous maquillez différemment. On aimait mieux. Non, mais c'est mieux comme avant. Hein. Mais non, mais il faut pas le faire comme ça. Mais c'est incroyable. Il faut pas se laisser déstabiliser. Bon, ça c'est le genre de choses, bien sûr, qui m'amuse maintenant. Je veux dire que ça prouve aussi une espèce de proximité avec l'élève qui est plutôt sympathique. Mais oui, mais en même temps, bon, si vous vous faites respecter, ça se joue plus à ça après. C'est plutôt dans les premiers temps, hein, j'imagine. Après, il passe à autre chose quand même. Hein.
Oui, bien sûr. Oui, Mais, bon. mais Vous en avez fait, quand même des années d'expérience derrière vous qui font que Oui, vous vous arrêtez oui, plus à oui. ce genre de choses, j'imagine. Non. Bon, ben, en tout cas, on vous souhaite bonne chance pour cette rentrée, Merci, Pascal. Caroline. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Bonsoir, Caroline. Pour parler à Caroline Dublanche, Appelez le 39 21 34 centimes la minute. Un petit clin d'œil amical à Victorine qui m'envoie un petit mail qui dit « Je ne sais pas encore comment participer via les messages, alors je fais un petit essai pour savoir si ça marche. » Ben oui, Victorine, pour envoyer un mail, c'est europe1.fr, c'est bien arrivé. Elle me dit « Est-ce que le subversif, voire Moumoun, utilise poser vos questions en direct pour intervenir lors de l'émission ?» Alors le subversif lui envoie des SMS au 7 39 21. Moumoun, je ne sais pas s'il fait poser vos questions en direct parce que c'est un chat, mais un chat très doué. Donc peut-être qu'avec ses petites pattes, il pianote sur le clavier. Mais il envoie effectivement, Moumoun, des mails également. Question à la fois pratique et néanmoins indispensable, me dit Victorine. En tout cas, sachez que j'ai votre mail entre les mains. Donc ça fonctionne. On va accueillir Jamila. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Bonsoir Jamila. Avant tout, je tiens à vous remercier infiniment pour votre émission parce que je la suis depuis pas mal d'années. Et le merci, c'est un tout petit merci par rapport à tout ce que je ressens. Mais je vous remercie. Je ne sais pas vraiment par quoi commencer. L'histoire est un peu longue, mais bon, je vais essayer de résumer. Il y a une petite dizaine d'années, je vivais en couple. Nous avons trois enfants. Et mon ex-mari a fait la connaissance de quelqu'un par Internet et donc est parti vivre en Chine. Oui. Voilà. Donc, ça a été très soudain. Donc, je n'étais pas du tout préparée à ce genre de choses parce qu'on vivait une vie de couple, je dirais, normale. Tout le monde dans mon entourage était vraiment très surpris. Et moi, j'ai fait une grosse dépression. Ça a été très très compliqué à gérer. Les enfants ne comprenaient rien, moi je ne comprenais rien non plus. Et j'étais tellement mal que j'ai dû un peu... Je ne savais pas si je devais me tourner vers les enfants. Enfin, pour moi, c'était... Vous pouvez parler bien dans le combiné, Jamila, parce que je vous entends pas très... Enfin, je vous entends... le son est pas bon. Oui. On a vraiment des soucis de son ce soir. Oui. Je vous dis, pour moi, c'était un cataclysme. Donc, mes enfants étaient... L'aîné avait 12 ans. Mm-hmm. Et donc, avec les 3 enfants, je me suis retrouvée toute seule, avec tout à gérer. Et c'était pas du tout évident. Vu que je comprenais pas ce qui m'arrivait. Il fallait que je voie un médecin, il fallait que je dorme, qu'il fallait que j'oublie. Et finalement... Mais comment est-il parti en Chine ? Parce que comment ça s'est fait ? Parce que il travaillait là-bas, Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, je travaillais dans la journée, donc... on occupait chacun son emploi, etc. Oui. Mais je ne savais... On avait un ordinateur à la maison et ça faisait pas très longtemps qu'on avait Internet. Et donc, quand je rentrais, moi, je m'occupais un peu de la maison, des enfants, etc. Donc, et puis bon, et lui, il était tout le temps sur Internet. Mais pour moi, c'était... je ne sais pas s'il faisait son travail. Oui. Je regardais pas vraiment ce qu'il faisait. Oui. Mais total, lui, il a fait la connaissance d'une personne en Chine et il est parti avec cette personne. Il ne la connaissait pas du tout, il a juste communiqué avec elle via Internet et il est parti comme ça la rejoindre en Chine. Il est tombé amoureux d'elle C'est parce fou. que je l'ai vu après parce que
J'ai quelqu'un de ma famille qui connaît un petit peu Internet. Quand il est parti, on l'a regardé un petit peu sur l'ordinateur et là, on a découvert qu'ils avaient une liaison depuis quelques mois. Et donc, c'était le grand amour par Internet. Enfin, virtuel. L'amour virtuel, voilà. Oui, oui. Et donc, Mais il a laissé tomber, vous, les enfants, son travail. Oui, oui, oui. Ah oui, c'est incroyable. Hein. Oui, oui. Oui, je comprends que pour vous, c'est d'une brutalité inouïe. Oui, oui. Il avait quel âge, votre mari, quand ça lui est arrivé, ça? Il avait 45 ans. Ouais, c'est incroyable. Hein, ouais. Voilà. Et il est toujours en Chine? Je ne sais pas. Oui, vous n'avez pas de nouvelles. Il donne pas signe de vie, ça fait très longtemps que... Ni même à vos enfants? Ah non, aucun lien. C'est incroyable, incroyable. Oui. Ouais. Ça a été un peu compliqué, mais bon, comme ça fait pratiquement une dizaine d'années, on a, tant bien que mal, on a réussi à surmonter le choc. Et puis voilà, donc moi j'ai été arrêtée quand même un petit moment parce que vraiment je n'étais pas très bien. Et j'ai repris le travail. Et donc, voilà. J'ai beaucoup écouté vos émissions, les différents problèmes qui se présentaient, etc., etc. J'ai relativisé énormément. Et je pense que grâce à votre émission, là j'en suis persuadée, j'ai réussi à surmonter tout ça. Et bon... voilà, donc les enfants ont bien réussi leurs études, là, ils sont encore jeunes, hein. L'aînée, elle a 21 ans maintenant, et donc elle est en fac. Les trois enfants sont brillants, donc la petite dernière, elle a eu son bac cette année. Donc, oui, ils étaient jeunes, hein, donc quand ça s'est passé, voilà. Oui, elle avait 9 ans, la petite dernière. Donc vous, aujourd'hui, comment allez-vous? Vous dites que vous avez surmonté, finalement ça aujourd'hui. Oui, mais je n'ai plus confiance dans les hommes. C'est très dur à dire peut-être, mais bon... comme je disais à Julie tout à l'heure, j'ai fait une tentative. Je me suis dit par Internet peut-être que je vais essayer de reconstruire quelque chose. Hein, et finalement, j'ai rencontré 2 personnes, mais les 2 personnes, ce qu'ils avaient mis dans leur annonce, etc., ne correspondait vraiment pas à la réalité. Et ce qui fait que j'ai laissé tomber très très vite et donc voilà. Je n'ai plus recommencé parce que ça me fait trop peur. Disons qu'en plus, compte tenu de votre histoire, c'est un petit peu compliqué de faire des rencontres par Internet parce que c'est aussi Internet qui était à l'origine de votre... de votre souffrance, de votre douleur, hein. C'est-à-dire que votre mari a complètement craqué là, hein. Enfin, c'est un peu surréaliste cette histoire quand même, hein. C'est un monde virtuel. Enfin, c'est surtout le fait, il part comme ça du jour au lendemain, et puis qu'il ne donne plus, qu'il ne se manifeste plus, y compris auprès de vos enfants. Sauf qu'en partant, il avait laissé quand même un message sur leur répondeur. Pourtant, il pouvait me joindre au travail, il pouvait me joindre sur mon portable, mais il a laissé un message sur leur répondeur de la maison, sachant que j'étais au travail, disant qu'il s'absentait quelques jours pour faire le point. Oui, mais enfin c'est quelques jours, c'est la chanson de Reggiani, hein. C'est le type qui va s'acheter des cigarettes et qui revient jamais. Voilà. Enfin, c'est quand même, écoutez, je suis désolée, mais enfin c'est complètement irresponsable comme attitude.
Parce qu'on peut se séparer, de son conjoint. On n'est pas lié à vie. Après tout, si on évolue différemment et même pour les enfants. Après tout, il vaut mieux parfois des parents séparés que de les faire vivre dans un climat familial complètement délétère. Mais en revanche, disparaître comme cela, et là, ça relève de l'abandon. Bon. Mais donc que vous ayez du mal à faire confiance aujourd'hui, oui, c'est perturbant. Pour autant, alors je ne sais pas, peut-être est-ce que dans votre histoire aussi est-ce que ça vous a, outre le fait que c'est évidemment une expérience, une épreuve, c'est quelque chose d'extrêmement difficile que vous avez vécu là. Est-ce que aussi ça fait écho à quelque chose de plus personnel, enfin de plus, pas de plus personnel, qui remonte aussi à quelque chose que vous auriez vécu dans votre enfance, ou vous auriez vécu aussi un abandon comme ça, où quelqu'un vous aurait fait défaut dans votre vie? Non, jamais, parce que mes parents ont toujours vécu ensemble, jusqu'au décès de mon papa, donc, qui est mort assez jeune, il est mort à l'âge de 52 ans. Et vous aviez quel âge? Il est mort à l'âge de 52 ans. Vous aviez quel âge, vous? Moi, j'avais 24 ans. D'accord. Ouais. Mais sinon, il n'y a pas eu... d'ailleurs, chez nous, le divorce, c'était inimagignable. C'est une vie de famille, c'est un papa, une maman et les enfants. Et surtout que je pense que j'ai dû faire ma grosse dépression parce que je n'étais pas psychiquement préparée à ce genre de choses. Parce que il n'y avait pas de conflit entre nous, il n'y avait rien, je veux dire, qui me faisait penser qu'un jour il partirait. Mais c'est le problème, souvent, de ce type de personnalité, peut-être. De quelqu'un qui n'exprime pas les choses, qui ne peut pas dire les choses. C'était peut-être le cas de votre mari, quelqu'un qui ne s'exprimait peut-être pas, vous voyez, des tempéraments un peu comme ça, plutôt impulsifs, c'est-à-dire ils ne disent pas, ils passent à l'acte. Ça fait vraiment passage à l'acte, le comportement de votre mari là. Vous voyez, il y a des gens qui ne peuvent pas dire. Mais pour lui, il y a eu un précédent, c'est-à-dire qu'il a un premier fils, un premier mariage, et je veux dire, quand il a quitté la maman, 12 ans avant que je l'épouse. Vous allez nous le dire après le journal, Jamila, d'accord? Parce qu'on va marquer une pause le temps du journal. Ne raccrochez pas. Soyez bienvenus si vous nous rejoignez sur Europe 1. Cette émission est la vôtre. Vous pouvez y évoquer tous les sujets qui vous tiennent à cœur, me poser toutes les questions qui vous préoccupent en appelant le 39 21 jusqu'à 1h. Nous sommes en direct. Vous pouvez également réagir, faire vos commentaires par SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit, ou nous adresser vos courriels sur le site europe1.fr. Justement, c'est ce qu'a fait Isaac suite au témoignage de Pascal qui nous parlait de sa rentrée qui va avoir lieu demain en tant qu'enseignante. Isaac nous dit que d'amalgame sur l'enseignement des langues en Europe, à chaque période électorale, c'est la même chose. On dit que les enseignants font mal et on rogne sur les moyens octroyés. On commande un rapport auquel on fait dire
ce que l'on veut et hop, le tour est joué. Pour ce qui est l'enseignement des langues vivantes, comparons ce qui est comparable. Je précise que Pascal nous avait précisé qu'elle était professeure d'anglais. Dans beaucoup de pays d'Europe, les élèves sont en groupe très réduit et ont un minimum de 4 heures par semaine. En France, la moyenne est de 2 heures par semaine en lycée, avec des groupes de 30 élèves. Pascal nous disait effectivement qu'elle avait 32 élèves par classe. Donc oui, on peut toujours faire mieux, mais de grâce, cessons de culpabiliser les enseignants, dont le travail est pénible quand on prend le temps de le connaître, nous dit Isaac. Et puis, nous allons tout de suite retrouver Jamila. Jamila, vous êtes là? Alors Jamila, vous nous racontiez avant le journal de minuit que vous avez découvert l'émission alors que vous étiez en instance de divorce, et une séparation qui s'est faite dans un contexte vraiment très très difficile, puisque votre mari était très souvent sur son ordinateur, mais bon, vous pensiez que c'était pour le cadre de son travail. Enfin, vous n'étiez pas intrusive vis-à-vis de cette activité. Et puis un beau jour, il vous annonce qu'il part en Chine parce que il était tombé amoureux virtuellement d'une femme qui habitait en Chine, et vous ne l'avez plus revu, ni vous ni vos enfants. Donc évidemment, ça a été une période de votre vie très très éprouvante. Et donc vous avez heureusement réussi à remonter la pente. Ça n'a pas été simple. Évidemment, c'est ce que dit d'ailleurs Brigitte, qui envoie un petit message en disant quelle violence incroyable dans le fait d'être quittée de cette manière. Bravo d'avoir remonté la pente. Elle dit comment avez-vous fait? Et puis elle pose aussi une autre question. Elle dit: votre mari était-il impulsif, imprévisible? A-t-il eu conscience de tout ce qu'il déclenchait? Avez-vous pu en parler? Non, on n'a pas pu en parler, donc je ne l'ai pas eu depuis. Il est revenu en France juste pour la signature du divorce. Et d'ailleurs, il a eu des problèmes parce que il s'était marié, avant qu'on divorce, il s'était marié à l'ambassade de Chine. Donc il était bigame. Et on n'a pas pu en parler. Il n'a pas pu voir les enfants non plus. Enfin, il n'a pas demandé à les voir non plus. Voilà. Oui, donc il n'a même pas associé les enfants. Enfin, comment vos enfants, comment parlent-ils aujourd'hui, qui sont un petit peu plus grands? Vous parlez de votre fille qui a 11 ans. Enfin, non, elle a 21 ans aujourd'hui. Elle a 21 ans. Elle a 21 ans justement aujourd'hui. Comment elle parle de son père? Ils ne veulent plus rien savoir de lui. C'est-à-dire que juste avant le journal, je voulais vous dire qu'il y avait eu un précédent, vous nous expliquiez, avec sa précédente épouse et dont il avait eu un enfant. Voilà, donc il a eu un enfant qui a 20 ans de différence avec ma fille aînée, donc qui a au jour d'aujourd'hui 41 ans. D'accord. À l'époque, il me disait qu'il avait divorcé parce que il s'entendait pas du tout avec sa première épouse, etc. Que c'était un mariage forcé par ses parents, tout ça. C'était une connaissance de ses parents et que c'était un mariage forcé. Oui. Et total, ce n'était pas du tout vrai. Moi, je l'ai connu 12 ans après son divorce. Oui. Donc on s'était mariés 12 ans après son divorce, et à chaque fois que je demandais à ce que son fils vienne pour connaître ses frères et sœurs, il n'était pas très chaud, et finalement on l'avait vu 2 ou 3 fois pendant toute cette période-là, et depuis 3-4 ans, ce fils aîné est en contact avec mes enfants. Enfin,
il vient chez nous, on va chez lui, etc. Donc, ils sont très fusionnels avec mes enfants. Et même le fils aîné, il veut pas en entendre parler. Oui, Voilà. et lui aussi a été abandonné Oui, par son père. Oui. Oui, donc c'est un homme qui fonctionne par rupture. Je pense... Parce que cette histoire de mariage forcé, vous dites qu'au fond, c'est remis en question, cette version qu'il vous avait donnée. Ah oui. Moi, j'ai tout remis en question. Et vous avez rencontré, c'est-à-dire que non, vous n'avez pas rencontré sa précédente épouse, mais vous avez la version par le fils. Oui. Mais j'ai rencontré la première épouse. Ah, vous l'avez rencontrée. On est en contact grâce à son fils. Donc, d'accord. Moi, je le considère pratiquement comme mon fils maintenant parce que il est tellement lié à mes enfants, ils sont tellement fusionnels entre eux que on a de très très bons rapports avec sa maman aussi. Donc, et il n'était pas dans le cadre d'un mariage forcé. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Son fils aîné a une phrase qui l'a bien résumé. Il m'a dit c'est comme s'il prenait un livre, il tourne les pages, et à chaque fois il tourne une page et il ne revient pas dessus. Pour lui, c'est comme ça. Il vit des tranches de vie. Oui, voilà. C'est ça, il fonctionne... il est vraiment dans la rupture tranche, et ça se répète. Donc c'est plus lui dans son histoire où il y a quelque chose, et où il y a quelque chose de cet ordre-là, de la répétition, et qu'il reproduit, et où il fait... Moi, j'ai essayé de comprendre. Oui, vous connaissez pas son histoire à lui, ce qu'il a vécu. Il ne vous a jamais parlé de son histoire, de ce qu'il a vécu lui, quelle est sa problématique, de l'histoire de ses parents, de ce qu'il a vécu étant enfant. Non, qu'est-ce qu'il fait qu'il ne peut pas s'inscrire dans la durée, et qu'il abandonne de cette façon-là, parce que c'est ça, à un moment, que ça soit aussi radical, surtout. Il parle. Finalement, vous le connaissiez peu. Pas vraiment. Vous dites qu'il n'y avait pas de conflit, mais c'est ça, c'est quelqu'un quand Brigitte posait la question, quelqu'un d'impulsif, c'est un peu le problème avec ces personnes qui, je vous le disais, qui verbalisent peu, parce qu'à un moment, elles gardent tout en elles, et puis c'est un peu comme le lait qui se met, qui bout, à un moment ça déborde, bon, elle passe à l'acte et c'est trop tard. Mais il donne l'impression de quelqu'un qui est très posé, très... en apparence. En apparence. En apparence uniquement. Mais il faut se méfier de ces eaux calmes parfois. Parce que dessous ça peut être assez sombre. On a quand même vécu 14 ans ensemble. Oui, ça ne veut rien dire. Mais bon. Oui, ça veut rien dire. On peut vivre, c'est là, auprès d'un ou d'une inconnue. Oui. L'important, c'est que vous ayez pu surmonter cela et vous reconstruire, ce qui témoigne quand même d'une grande force, parce que c'est difficile de se remettre d'une histoire comme celle-là. C'est très perturbant, et je comprends que vous ayez du mal à faire confiance, parce que c'est vrai que c'est très perturbant de se dire, voilà, vous aviez construit votre relation de couple, une vie de famille, et puis du jour au lendemain, tout s'effondre, tout ce que vous aviez projeté. Maintenant, c'est pas quand même n'importe quelle personnalité, Djamila, non plus. Voyez, d'ailleurs, vous le dites vous-même, il y avait eu un précédent. Alors, vous l'avez découvert malheureusement après coup. Mais c'est souvent intéressant de voir comment l'autre s'est comporté avec ses ex. Oui, mais ça me rassure pas pour autant. Par rapport aux hommes ? Oui. Oui, mais on peut pas les mettre tous dans le même panier, parce que autant d'hommes, autant de personnalités différentes. Oui, ça c'est... Vous imaginez bien que tous les hommes ne se comportent pas comme ça
lâché, à abandonné tous les, on peut pas dire les hommes ou les femmes d'ailleurs. Non, Ils ont une histoire, une personnalité, une sensibilité différente. Mais je me remets en question moi personnellement parce que ça. Par rapport à quoi? Au fait de vous dire que vous vous êtes trompé sur lui? Peut-être, oui. C'est compliqué parce que je pense que lui-même ne sait pas qui il est et pourquoi il agit de la sorte. Donc je comprends que ça vous amène à douter. Quand on se dit comment ai-je pu vivre auprès de quelqu'un sans le connaître, mais je pense que lui-même ne se connaît pas et ne sait pas pourquoi il agit de la sorte. Sinon il n'agirait pas comme cela. Sinon il pourrait en parler et il serait moins dans l'impulsion, dans la pulsion même. Là il est dans la pulsion. Oui. J'ai énormément culpabilisé pour les enfants. Mais oui, mais ce qui est fou, Djamila, c'est que c'est vous qui culpabilisiez, alors que vous subissiez cette situation. Voyez, vous étiez dans la culpabilité certainement plus que lui. Cet homme, il est dans une problématique qui fait que il ne... C'est pas que je le dédouane pas, hein. Il peut certainement pas faire autrement du fait de son histoire que je ne connais pas et vous non plus. Et lui ne l'a... s'il pouvait la travailler, s'il pouvait travailler sur cette histoire, il arrêterait de l'agir. Or là, il répète quelque chose, certainement. Oui. Ce qui me rassurait pour mes enfants, c'est que ils ont chacun et chacune un petit ami et tout ça, et tout se passe super bien. Donc ça me rassure pour eux parce que je me dis il n'y a pas de séquelles à ce niveau-là. Alors ce qui serait important de dire à vos enfants, c'est que ça serait eux ne sont pas en cause dans cette histoire. C'est ce que j'arrête pas de leur répéter. Alors il s'agit pas de leur répéter tous les jours non plus. Non. Mais qu'ils comprennent parce que c'est compliqué. C'est-à-dire vous pouvez pas. Vous pouvez pas dire que leur père est pas là. Hein. Dans les faits, leur père est défaillant. Ça, c'est une réalité. Vous n'allez pas leur en inventer une autre. Mais qu'ils comprennent que ils auraient été autres, ils auraient eu d'autres personnalités, ça n'aurait rien changé à l'affaire. C'est que leur père, pour des raisons qui sont les siennes, qui sont liées à son histoire, est certainement dans un scénario qui fait qu'il répète toujours la même histoire et qu'à un moment, il crée des ruptures comme ça dans sa vie et il reproduit certainement un abandon. Mais que ce n'est pas lié à eux. Parce que un enfant qui est abandonné par un parent a toujours le sentiment que c'est à cause de ce qu'il est et que s'il avait été mieux ou différent, peut-être qu'on ne l'aurait pas laissé. Alors que c'est pas de ça dont il s'agit. Vous voyez, c'est vraiment l'histoire de leur père. Oui, moi je pense qu'ils ont bien compris et quand ils en parlent rarement, mais quand ils en parlent entre eux, moi je suis un peu, la spectatrice si vous voulez. Ils disent pas de mal de lui, mais ils savent que c'est quelqu'un qui n'a pas assumé leur le fils aîné, qui les assume pas eux, etc. Donc, mais pour eux c'est acquis. Voilà, ils continuent. Ils doivent travailler, ils doivent faire ce qu'ils doivent faire, puis voilà. Pour eux, la vie continue. Oui. Oui. Bon. Mais écoutez, tant mieux, ça veut dire qu'il y avait quand même cette solidité, il y a eu ce socle, il y a eu ces premières années que vous avez passées ensemble, il y a eu vous, après ce que vous leur avez donné par la suite aussi, l'image d'une maman forte qui a fait face, qui a surmonté ça
Et puis le fait de dire que ils ne sont pour rien dans le départ de leur père aussi. Donc ils ne se sont pas effondrés. Ils ont vu aussi que vous avez pu surmonter. Elle a passé un petit cap. Pendant quelques temps, elle s'est posé quand même pas mal de questions. Si c'était pas de sa faute, etc., etc. Oui, mais ça. Et oui. donc, je l'ai amenée au CMP. Donc, à la demande du médecin et tout ça, elle a vu un psychologue et ça a été très, très bien après. Un message qui dit, on dirait que cet homme vit de manière morcelée, comme s'il cherchait un absolu qu'il ne trouvera bien sûr jamais. En tout cas, bravo pour votre courage, Jamila. Et puis, il y a quelqu'un qui dit, vraiment, vous êtes très forte. Et je vous dis, par rapport aux hommes, je crois... attention à ne pas faire d'amalgame. Je comprends un peu on peut comprendre une certaine défiance, mais il y a des hommes, des hommes avec des personnalités très différentes. Et alors peut-être qu'Internet pour vous c'est un peu compliqué parce que c'est aussi ce qui a été à l'origine de ce qui vous a fait terriblement souffrir au départ. Donc peut-être que c'est vraiment à double tranchant. C'est une arme à double tranchant. Vous voyez, vous y allez pour faire des rencontres et en même temps c'est ce qui a ravi votre mari. Même si de toute façon, compte tenu de sa problématique, ça a été un moyen Internet. Donc pourquoi pas Internet pour faire des rencontres. Mais vous avez une ambivalence évidemment par rapport à Internet. Exactement. C'est normal. Oui. Et oui, à la fois, c'est un moyen de faire des rencontres et puis en même temps, c'est ce qui a été à l'origine de votre malheur. Oui, et ça joue aussi. Peur, oui. Ça vous fait peur, bien sûr. Bien sûr. Ça se comprend. Oui. Mais comme dit quelqu'un, il n'y a pas de raison que vous ne retrouviez pas quelqu'un qui se comporte bien et aimant avec vous. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas été, d'ailleurs, un moment aimant avec vous et bienveillant. Mais il y a quelque chose qui fait que, ça casse. Et ça, c'est lié à son histoire et certainement pas à vous. C'est sa problématique à lui. Je ne sais pas, parce que je me suis posé énormément de questions. Oui, mais ça, je comprends que vous vous en posiez. Qui ne s'en poserait pas dans un tel contexte, Jamila? Bon courage à vous, en tout cas, pour la suite. Merci beaucoup, Merci Caroline, beaucoup de votre appel. Merci infiniment pour votre émission. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Au revoir, Caroline. Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 39 21 34 centimes les minutes. The Mamas and the Papas, California Dreaming, et un peu des années 60 sur Europe 1. Un petit coucou à Oscar qui dit « Je suis arrivé cette année en France comme professeur d'espagnol. Jusque-là, je vous écoutais en Espagne. Je suis fidèle de votre émission, même si je me lève tôt pour préparer mes cours. Buen comienzo a todos del profesores. Bonne rentrée à tous les professeurs, nous dit Oscar. Et puis je voulais faire un petit clin d'œil aussi à Lali qui est de retour parmi nous de vacances et puis qui apparemment a fait faire la rentrée de la petite dernière. Elle dit ça a été le meilleur moment de ma journée. Et pour elle, pour la petite dernière, est-ce que ça a été le meilleur moment? Je ne sais pas. Allez, on va accueillir maintenant Françoise. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir Françoise. Voilà, mais je vais vous parler d'un truc, c'est pas très original. Et je suis divorcée depuis quelques mois. Enfin, mon mari m'a quittée depuis 1 an et demi. Et j'ai quelques petits problèmes relationnels avec les hommes maintenant. De quel ordre? C'est-à-dire que comme mon mari m'a quittée brusquement pour une femme bien plus jeune que moi. Et donc, quand il m'a quittée, je me suis dit, je vais m'éclater. Bon, tant pis, ça a pris quelques mois quand même. Et donc j'ai eu un amant qui était mon meilleur ami, et puis j'en ai eu un autre. Et maintenant, je suis, des amants très, très fugaces, je veux dire. Oui. Et maintenant, je n'arrive pas à... Je sors, je vais au ciné, etc. Je rencontre des gens. Oui. Je n'arrive plus à faire confiance aux hommes. Voilà.
Ah, vous J'ai aussi. peur. Hein? Vous aussi, vous n'arrivez plus à leur faire confiance? Non. Et pourquoi? Parce que ces deux hommes-là que j'ai eu depuis le départ de mon mari, c'était bien, mais c'était que juste... C'était trop fugace. Oui, c'était bon quand même. Je Bon ne veux pas alors. critiquer. Bon. Mais non, mais c'est plus sur les relations à long terme. Oui. Je ne souhaite pas me remettre en ménage, parce que j'ai quand même un certain âge, mais c'est un petit peu, c'est pas compliqué. C'est qu'à la fois je suis dans le domaine de la séduction, donc j'ai envie de séduire des hommes, et puis je me rends compte qu'effectivement après sur le long terme j'ai peur. Voilà. Et eux sont pas non plus forcément engagés. Alors vous avez peur de quoi sur le long terme? Parce que je trouve que personne ne s'engage, quoi. Et j'ai plus envie de jouer ces petits jeux de séduction, voilà. Et en même temps, c'est vrai que je souffre de... J'étais mariée quand même 30 ans, hein. Oui. Et donc, je souffre de cette solitude, voilà. Donc, c'est très, très ambigu. J'ai envie d'avoir une vie libre d'un certain côté et j'ai envie de sécurité de l'autre, voilà. Oui, c'est pas facile de conjuguer les deux. Pas facile de conjuguer les deux. Parce que vous avez dit, si je relève ce que vous disiez, c'est qu'en vous séparant de votre mari, bon, vous avez dit, je vais un peu m'éclater. Je vais en profiter pour m'éclater un petit peu. Alors, ce qui était pas simple, c'est que vous avez souligné qu'il était parti pour une femme plus jeune, ce qui est toujours un peu compliqué. Oui, très dur, oui. Hein, c'est dur, c'est difficile. Du jour au lendemain, c'est dur. Oui, c'est difficile d'être quitté, en plus pour une femme plus jeune. Donc, au fond, en prenant des amants, vous êtes rassuré. C'est une façon de se rassurer, sur vous, sur votre séduction, sur le fait que vous plaisiez. Bon, ça fait du bien. Ah oui. Bon, donc alors. Vous n'êtes pas dans... vous l'avez dit d'ailleurs, c'est bon, c'est agréable, vous sentir à nouveau désirée, désirable, vivante, là où dans votre couple, vous aviez plus ce regard désirant sur vous. Peut-être plus assez en tout cas. Non. Mais c'était tellement mal fait que jusqu'au dernier jour, je lui plaisais énormément. Jusqu'au dernier jour? Ah oui, parce qu'on est parti quelques semaines en vacances et c'est en rentrant de vacances qu'il m'a dit qu'il partait. Ah oui. Voilà. Ah oui, non. Le choc a été très dur. Oui. L'atterrissage a été dur. Voilà, mais bon, ça, c'est du passé. Oui, enfin, c'est peut-être un passé qui a un peu de mal à passer. Hein. Oui, qui n'est pas digéré. Donc, d'où un peu votre... vous êtes encore partagé. C'est-à-dire qu'à la fois, évidemment, vous avez du mal. Vous pouvez pas encore tourner la page comme ça de tant d'années de vie commune et de dire, je suis prête à m'engager à nouveau avec un homme. Est-ce que vraiment c'est ce que vous recherchez? Et puis, en même temps, le petit jeu de séduction, ça va un moment. Donc, vous êtes un peu tiraillé entre deux. Exactement. C'est-à-dire que vous voudriez que ça aille un petit peu plus loin, mais pour autant revivre avec quelqu'un. Donc, voilà, vous êtes tiraillé entre ces deux niveaux. Tiraillé entre les deux, ouais. Bon. Alors, c'est vrai qu'en même temps, ça commence par un jeu ça commence toujours par de la séduction. Une relation. Mais peut-être ce que vous avez eu là dans les premiers temps, d'ailleurs c'est pas anodin que ça ait eu lieu avec votre meilleur ami, parce que là on est dans le cadre le plus rassurant qui soit. Ah totalement. Au fond, votre meilleur... C'est surprenant en plus. Oui, ça. Non, mais je veux bien croire. Non, mais j'étais très surprise. Oui, lui aussi certainement. Oui, tous les deux, oui. Votre amitié n'en a pas pâti. Si. Ah, ça c'est dommage. Bah oui. Oui. Bon, ça reviendra peut-être. Si, Oui, je suis pas sûre, mais c'est pas grave. Bon, écoutez. Bon. Si c'est grave, mais bon, non, c'est pas, non. Bon, c'est un peu trop compliqué.
Et non, c'est pas. Bon, en tout cas, c'était un cadre rassurant pour vous parce que c'était un homme justement avec qui vous vous sentiez en confiance. Voilà, il m'a bien aidé, Voilà. Donc oui. Oui. Je suis obligée d'en rire parce que. Non, ça me fait rire quand vous dites. Mais il a dû se dire si je peux rendre service. Après tout, ça n'a pas dû lui déplaire non plus, hein, cela dit. Honnêtement, c'est à peu près ça. Donner des coups de main comme ça va. Oui. Et attendez, tant pis, c'est sur les ondes, c'est pas grave. Il m'a dit, je vais t'aider à passer le cap. Il est charmant, cet homme-là, oui. C'est un bon ami, oui. Il est charmant, oui. Ouais, mais du coup, il a peut-être eu peur que ça aille trop loin, donc bref, peu importe. Donc, ça m'a aidé. Là, j'en ris, mais ça m'a beaucoup aidé. Et puis maintenant, je me sens dans un gros vide, là, parce que... Mais oui, mais c'est normal. En plus, j'ai déménagé, donc je me suis isolée de mes amis, mais enfin, isolée. Non, ils sont pas très loin, mais à mes filles aussi, Et là, je sais plus trop bien comment me situer, quoi. Mais écoutez, ça se comprend, Françoise. Vous êtes divorcée depuis seulement 6 mois. Donc, vous êtes quand même, c'est que vous vous sentiez un peu fragile, un peu vulnérable. Il faut encaisser le coup là, quand même. Hein. Alors que sur le moment vous ayez réagi et c'est plutôt sain. Enfin, vous avez une réaction comme ça face à une blessure, parce que c'en est une qui vous a été infligée. Hein, c'est quand même une sacrée blessure narcissique, on dit. C'est en vous rassurant de cette façon-là. Et puis ça comble pas tout. Non. Hein, ça comble pas tout. Et vous vous retrouvez face à un manque, face à un vide. Donc vous dites oui, il reste du désir, mais voilà, en même temps, vous concevez bien que vous n'allez pas voler comme ça de désir en désir, d'homme en homme, et que vous avez d'autres attentes. Exactement. Alors, pour autant, justement, c'est-à-dire que vous êtes rassuré là ponctuellement, et que pour ne pas tomber peut-être dans trop de frustration, c'est peut-être un peu parler, prendre le temps de vous poser et de vous rendre un peu disponible pour une véritable rencontre, parce qu'il faut un petit peu de temps. Parce que sinon, justement, on est dans plus dans le besoin de combler quelque chose d'un manque. Et où on a besoin on est dans l'absence de l'autre, dans la blessure qui est infligée, et donc on a besoin du regard de l'autre pour exister, voyez, on veut se rassurer, on n'est pas véritablement dans la rencontre d'un autre ou d'une autre. Non. Et j'ai des amis qui ont vécu la même chose et qui m'ont dit que c'est vrai que après des ruptures comme ça, on se précipite assez vite dans des relations sécurisantes. Et qu'après, c'est après qu'on se dit, mais attention, là, il faut être très vigilante. Oui. Parce qu'il faut qu'on se reconstruise nous-mêmes pour pouvoir redonner aux autres. Voilà, c'est ce que je me disais. Je me dis, là, quand ça m'est arrivé, donc, je vous ai raconté, mais maintenant ça me fait rire, mais on a besoin d'être sécurisé, mais après, il faut se reconstruire pour pouvoir redonner et redonner aux autres. Voilà. Mais c'est ce que nous disait Didier, je ne sais pas si vous l'avez entendu à propos des sites de rencontres sur lesquels, ça faisait suite un peu à une discussion qu'on avait eue sur les rencontres par Internet. Oui, non, c'était la première soirée. Il est intervenu, je crois, vendredi. Il y avait une discussion sur les sites de rencontres où c'était majoritairement des femmes qui étaient intervenues, et puis c'était intéressant d'entendre son point de vue en tant qu'homme, où il disait que il avait rencontré à un moment, il se sentait concerné, une période où beaucoup de gens qui étaient en souffrance, justement suite à une séparation, et qui se précipitaient dans des rencontres. Et où il parlait aussi de lui, où il disait qu'il s'était rendu compte qu'il n'était pas disponible.
Voilà. Sentimentalement, émotionnellement, il n'était pas prêt parce qu'il était encore le cœur, la tête pris dans son histoire précédente. Et à un moment, il a arrêté, il s'est posé, il a fait un travail sur lui. Et il disait qu'il y a beaucoup comme ça de personnes qui ont besoin de, ça peut se comprendre, de se rassurer, mais il dit j'ai dû passer à côté de femmes bien à ce moment-là parce qu'il n'était pas prêt pour des rencontres. Donc je crois qu'il y a un temps pour tout et c'est comme vous le dites, c'est pas tant un problème de confiance, cette confiance, vous avez du mal à faire confiance aux hommes, c'est vous qui avez, et ça se comprend compte tenu de ce que vous avez vécu, c'est la confiance en vous-même qu'il faut retrouver. Voilà, et une disponibilité voilà. Et c'est là que je me dis, parce que bon, bien sûr tout le monde me dit ouais, les sites de rencontres, je dis non, mais même quand je sors, parce que je sors pas mal avec l'OVS et tout, je suis pas disponible. Je me rends compte que je suis encore extrêmement dans ma coquille. Bon, ces 2 aventures-là, bon, bah, ça s'est fait comme ça. Et je suis encore dans ma coquille. Ben oui. Et j'arrive. Mais il faut l'accepter, ça. Mais ouais, mais tendance, ça me fait tellement de mal que... Pourquoi ? Parce que j'aimerais... parce que je pensais être plus forte et pouvoir réagir plus vite. Voilà. Mais il faut accepter, ça veut dire quoi, être forte c'est... Oh, bah ça c'est problème d'éducation. Hein. Être forte, il faut tout assumer et que tout marche bien, quoi. Oui, mais il n'y a pas de gens comme ça, forts. Je ne connais pas de gens... ça n'existe pas les gens forts tout le temps. On n'est pas fort tout le temps, c'est pas vrai. Non. Mais bon, donc, vous avez le droit d'avoir des moments où, et compte tenu après une séparation, d'avoir des moments de doute, d'avoir des moments de questionnement, d'avoir des moments d'interrogation, et même si vous avez une personnalité forte, il y a des moments où on peut se sentir mal et même mettre un genou à terre. Bah oui, c'est ce que je pense aussi, mais bon. Et plus, je veux dire, c'est ce qui est dommage, c'est que plus on veut donner le change aux autres, plus on s'enferme, hein, parce que c'est pas une bonne chose de vouloir trop donner le change. Il vaut mieux accepter de se laisser traverser, de vivre ce qu'il y a à vivre, c'est-à-dire un moment. Il y a un deuil à faire après une séparation, de se laisser traverser par ça aussi, une certaine tristesse, parce que plus on accepte de se laisser porter par ça, même si c'est pas évident à vivre, qu'il y ait des moments de tristesse, des moments d'ennui aussi. C'est ça, parce qu'on a très peur de l'ennui. Mais il faut pas oublier que l'ennui, c'est de là que va naître ou renaître le désir. Hein. Tout à fait. On se noie de trop plein et le trop plein tue le désir. Hein. Mais alors, je vais revenir juste parce que ça me fait un bien fou ce que vous me dites, parce que j'ai une famille tellement coincée que je n'ai pas le droit de céder. Donc, je suis obligée d'être carrée. Je ne peux pas me plaindre. Et oui, mais ça... Du coup, ça fait 3 mois que je n'ai pas vu ma mère, par exemple. Parce que je n'ai pas le droit de pleurer. Je n'ai pas le droit de me plaindre. Oui, mais c'est pas forcément auprès de votre mère, mais en revanche, vous, sachez que vous pouvez vous autoriser à pleurer. Et puis même à votre mère, vous pouvez lui dire que actuellement, vous n'allez pas bien et qu'après une séparation, c'est normal de pas aller bien. Ah ben non, pas écoutez, pour elle. Écoutez, c'est peut-être l'occasion aussi de lui dire vous n'allez pas bien, et puis elle entend ou elle entend pas, mais c'est comme ça. Vous voyez, c'est peut-être le moment aussi de dire, vous avez le droit de tomber le masque un peu. Et en tout cas, vous, de dire, bien sûr que si, que vous pouvez pleurer, et c'est pas pour autant, n'êtes pas faible parce que vous pleurez. Hein.
Il y a Brigitte qui dit après 30 ans de vie commune, il faut certainement beaucoup de temps pour intégrer ce qui s'est passé et accepter de faire un vrai deuil. Prune qui dit trouver un bon amant prend du temps. Et puis il y a également il y a Sergio qui dit moi je ne fais plus confiance aux femmes, non. Non mais match nul mesdames, dit Sergio. Et puis il y a Angie qui dit tout pareil que vous et le narcissique et le narcissique non le subversif. D'accord. Oh bah d'accord. Oh je vais me faire tacler là. Vous n'avez pas de problème avec les hommes, c'est avec la béance narcissique, voilà pourquoi que le départ de votre mari a ouvert et que vous ne parvenez pas à combler, que vous avez une difficulté de taille, Françoise, vous dit le subversif. Voilà. Donc c'est oui, plus mais de je cette... sais pas comment il prend le narcissisme. Ça va rester ça. Ça va rester, ouais. Voilà. Donc donnez-vous du temps. Hein. Oui, ben voilà. Mais je vous remercie beaucoup parce que oui, ça fait du bien. Je vous écoute très souvent. Je pensais pas que je le ferais, mais ça m'a pris ce soir. Je sais pas pourquoi. Un message justement encore du subversif qui dit vous voulez la stabilité et en même temps vous la fuyez en réalité car vous doutez à présent d'être femme à mériter qu'on s'engage pour elle. Votre mari est parti avec cette assurance. Oui, c'est ça, il a emporté de cette assurance, donc il faut retrouver cette confiance. Hein, et bon, travailler un peu là-dessus. Bon courage, Françoise. Oui. J'essaie de le faire, mais je vous remercie à tous. Et puis c'est vrai que il faut reconstruire. Oui, voilà, il faut vous donner du temps. Il faut donner du temps. Mais vous allez y arriver, hein. Oh oui. À bientôt. Oui. Au revoir, Merci Françoise. beaucoup. Au revoir. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Ça bouge bien, ça. Juliette, Katz, tout le monde. Un petit message du Trublion qui me dit non, Moumoun n'est plus en mesure de taper ses messages. Il abuse de son dévoué secrétaire depuis 17 ans et me paye en câlin. Oh, mais ça, c'est le meilleur. Bonsoir, Patrice. Bonsoir, Caroline. Bonsoir. Je suis très heureux de vous parler ce soir. Mais moi aussi. Voilà. Et votre émission est vraiment géniale, parce que je m'endors avec votre émission, mais je t'écoute jusqu'au bout quand même. Donc, ce soir, m'a joué à propos des sites internet. Rebondir, oui, sur les sites de rencontres par internet. Ouais, les sites de rencontres, oui, parce que bon, moi je j'utilise pas internet parce que je suis malvoyant, mais bon, c'est tellement c'est tellement comment on va dire compliqué, et mais c'est vrai que il y a quand même des choses qui sont quand je vois Gabriel et tout ça, le témoignage de Gabriel l'autre jour, c'est vrai que c'est pas facile de communiquer, puis de faire les choses correctement, voilà quoi. Donc, mais moi si vous voulez, moi j'ai surtout, si vous voulez, moi fait des rencontres par l'intermédiaire de clubs de rencontres. C'est tout à fait différent. Les agences matrimoniales ? Non, pas forcément. Ça peut être les clubs de rencontres. C'est-à-dire qu'on paye une cotisation. Et après, oui, effectivement, on nous
nous présente des personnes, quoi. Mhm. Bon, je me suis pris des claques, c'est vrai, mais pas que des claques. Et justement, je veux vous dire quelque chose. Oui. Comme quoi, il y a quelques années, il y a à peu près, il y a 10 ans, j'ai fait justement, par l'intermédiaire d'une agence comme ça, enfin d'un club de rencontre, j'ai fait la connaissance d'une jeune femme qui s'appelle Nadège. Voilà. Et cette jeune femme, en fait, on s'est contacté par le biais de cette agence. J'avais reçu son courrier, son courrier que voilà. Et donc, elle est venue me voir chez moi. Et c'est quelqu'un qui était vraiment très très gentil et tout. Et en fait, aujourd'hui, on est toujours là ensemble en tant qu'amis. Ah. Mais oui. Mais en tant qu'amis, mais plus qu'amis. Oui, c'est-à-dire. On est frères et sœurs tous les deux. Ah. Voilà, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, Nadège, on a toujours fait des balades, des choses comme ça, plein de choses ensemble. Mais Nadège a trouvé en fait un copain. Et tout simplement, Nadège va se marier l'année prochaine avec Vincent. D'accord. Et ça, quand ils me l'ont dit. Il était dans le club, lui, son futur mari? Non. Ah, ils non. se sont rencontrés autrement. C'était une soirée. C'était plutôt une soirée. Comment on va dire une soirée célibataire. Une soirée haute, quoi. Oui. Une soirée célibataire, tout simplement. D'accord. Ouais. Et alors, vous allez être le témoin? Non, je vais pas être le témoin, mais je pense que je suis invité au mariage, bien entendu. J'y suis attendu puisque de toute façon Nadège en tant que c'est une sœur pour moi et elle compte beaucoup sur moi, c'est pas. Elle compte beaucoup sur ma présence et Vincent aussi. Et donc, ce qui fait que voilà quoi. Ce sont des. Au fond, j'ai pas tout perdu. Ah ben non, si vous vous êtes fait une très bonne amie et aussi un ami par conséquent. Bien sûr. Et oui. Vous savez, Patrice, les mariages, ce sont des endroits où on peut, on rencontre beaucoup de gens et peut-être vous allez faire des rencontres, qui sait. Et qui sait. Oui, parce qu'il y a pas mal de couples qui se sont rencontrés lors de mariages. Hein. Mais bien sûr. Et alors, en plus, l'autre jour, il y a une semaine, j'étais chez eux là, et en fait, ils m'ont annoncé une bonne nouvelle encore en plus. Ils attendent un petit bébé pour le mois de mars. Donc ce sera c'est formidable. En fait, avant le mariage. Oui, le mariage est le 25 août 2012 et donc c'est pour le 1er mars. Oh on le dira pas. Maintenant ça se fait de plus en plus. Oui, non mais c'est pas grave. Mais je veux dire, mais moi je suis très très tellement. Oui, vous êtes heureux. Moi je suis heureux. Moi j'ai pas besoin d'aller plus loin. Oui, heureusement vous n'étiez pas amoureux de cette jeune femme, sinon ça aurait été délicat pour vous. Ça aurait pu, mais bon, ça s'est pas fait et maintenant c'est une très bonne amie. Donc bon. Alors restez vigilants pour le mariage parce que il peut y avoir comme ça des jeunes femmes susceptibles de vous plaire. Oui. Amusez-vous bien pendant la noce, Patrice. Merci beaucoup de votre témoignage. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.
Belle nuit à vous, faites de jolis rêves. Il est 1h, vous écoutez Europe 1, l'heure des informations présentée par Émilie Bonneau.